France Maghreb 2. LGF sur France Maghreb 2, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. C'est votre talk de fin d'après-midi jusqu'à 18h30 avec, pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Ousmane Timéra. Comment ça va, Ousmane? Ah, attends, bouge pas, ton micro il marche pas, qu'est-ce qui se passe? Hop. Celui-là, c'est bon? Voilà. Impeccable. Comment ça va, Ousmane? Je vais très bien. Bon, ravi de te retrouver en tout cas. Merci tu devais bien. être accompagné fort bien par Samira Karoua qui a eu un petit accident de voiture. Bon j'espère Rien de bien méchant, que tout se passera bien. Bon, très bien. Ousmane, jusque 18h donc avec toi pour décortiquer l'actualité. Les auditeurs évidemment vont pouvoir, comme d'habitude, ils ont la parole, nous appeler au 01 40 33 9000, nous donner leur avis, leur vision, leur regard, leur décryptage. On va aussi leur donner le nôtre, bien sûr, de cette actualité, ma foi, très chargée. Tout à l'heure, entre 18h et 18h30, on parlera de sport et notamment de la Coupe de la Ligue avec l'élimination de l'Olympique de Marseille hier soir, de la télé, des programmes pour ce soir. Et je vous jouerai tout à l'heure en guise de coup de cœur le tout nouveau FNAR, ça cartonne au Maroc, écoutez. Voilà, c'est sympa. FNAR à l'instant, donc on écoutera tout à l'heure en intégralité. Et puis bien entendu les célébrités qui sont nées un 14 décembre. Il y en a quand même pas mal, on verra cela tout à l'heure. Mais avant tout cela, évidemment, dans l'actualité de ce mercredi 14 décembre, de violents bombardements sur Alep ce matin, frappé retard dans les évacuations promises des derniers quartiers rebelles. L'armée russe évoque une attaque rebelle alors que les civils étaient censés quitter des lieux dès l'aube ce matin. Alep reprise par les forces donc de l'armée de Bachar el-Assad, ce serait une question de jours d'après Moscou. Donc on y reviendra. On parlera aussi de la 4e prolongation de l'état d'urgence. Oui, effectivement, l'état d'urgence est prolongé jusqu'au mois de juillet prochain en France. Et puis en parlant, j'espère qu'on aura le temps aussi de parler parce qu'il y a de sérieuses personnes qui alertent sur les conditions inhumaines dans les prisons françaises et notamment à Fresnes, mon cher ami Ousmane, des images absolument hallucinantes, des rats quasiment à même le sol, des prisonniers des surpopulations carcérales. Apparemment, on tire la sonnette d'alarme du côté de Fresnes, à la prison de Fresnes. Voilà, de tous ces sujets, on évoquera. Ton programme, mon cher Ousmane, t'as un coup de cœur? Je vais l'improviser. On verra. Et ton avis tranché? Mon avis tranché concerne cette bizarrerie qui est le musulman d'extrême droite. Ah, très bien. Alors tu sais que il y aurait apparemment une mobilisation importante, notamment aux abords des grandes villes Paris, Lyon et Marseille, d'inscription sur les listes électorales. C'est ce que l'on a appris. Visiblement, il y a beaucoup de monde qui se dirige du côté des mairies pour s'inscrire. Donc c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. En soi, ce qu'il faut peser, la question c'est pour qui et pourquoi voter. Bon là, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est une bonne chose d'aller s'inscrire. C'est un acte citoyen et de participation à la vie collective. Pour l'heure et pour commencer, mon cher Ousmane, chers amis auditeurs, le zapping, c'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, mais aussi à l'Assemblée nationale où avait lieu hier à 15h le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui, comme beaucoup de politiques de gauche, évidemment, a cité Jaurès. Oui, mesdames et messieurs les députés, au cœur de mon action, la notion de respect. Le respect qui proscrit le cynisme, qui proscrit le mensonge, qui proscrit les postures, qui proscrit la violence, qui proscrit les outrances, le respect que l'on doit à l'enseignant, à l'infirmière, aux policiers, aux acteurs et aux serviteurs du bien commun, le respect que l'on doit à l'ouvrier, à l'artisan, aux commerçants, aux paysans, à tous ceux qui produisent et qui entreprennent, le respect que l'on doit aussi, mesdames et messieurs les députés, à ceux qui ne sont pas nés ici, mais qui ont choisi la France, qui respectent ses lois et qui contribuent par leur travail, par leur talent, à sa prospérité. L'engagement que je prends devant vous, c'est d'être à chaque instant dans le respect de l'opposition, de ne jamais chercher les vaines querelles, de ne jamais convoquer les basses polémiques et d'être dans un comportement qui rehausse la politique, parce que les Français qui nous voient sont aussi les Français qui nous jugent. L'engagement que je prends, c'est de chercher à nous montrer chaque jour à la hauteur des ambitions de nos concitoyens,
en s'adressant à leur intelligence et non, comme vous le faites, à leurs instincts, en leur proposant des débats dignes et des choix clairs. À cette tribune, devant les représentants de la nation, je songe à celui qui fut l'un des hommes les plus admirables qui ait siégé dans cet hémicycle. Je pense à Jean Jaurès et à l'exigeant message qu'il délivra aux élèves du lycée d'Albi un jour de 1903. Ce jour-là, Jaurès, qui avait 45 ans, qui venait d'être réélu député de Carmaux, s'est adressé à la jeunesse de France et par-delà le temps s'est adressé à nous. Et voilà ce qu'il nous a dit. Le courage, c'est de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il réserve une récompense. Mesdames et messieurs les députés, l'engagement ne se compte pas en mois, ni le dévouement en semaines. L'engagement et le dévouement ne cherchent pas la récompense. Ils s'estiment en réformes poursuivies, en actions menées, en progrès accomplis. Et dans les mois qui sont devant nous, je vous propose de nous consacrer aux grandes causes, et il n'en est pas de plus grande que de servir notre pays. Quelques minutes après ce discours, vous le savez, ce sont là les grands représentants des différents partis à l'Assemblée nationale qui s'expriment. Mais quand est venu le tour de Christian Jacob, le patron des Républicains à l'Assemblée nationale, celui-ci était en train de faire son discours, donc et a remarqué que Bernard Cazeneuve ne l'écoutait pas et préférait regarder ses textos sur son portable, ce qui a créé un certain malaise à l'Assemblée nationale. Écoutez. Avez-vous conscience, Monsieur le Premier ministre, que si vous êtes là devant nous, ce n'est certainement ni grâce à la cohésion de votre majorité, ni grâce à vos talents personnels, mais par la grâce des institutions de la Ve République. Dès que Monsieur le Premier ministre aura terminé de lire ses textos, on pourra continuer. S'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Là. Allez. S'il vous plaît. Voilà, on est loin quand même de la solennité habituelle qui suit les grands discours de politique générale. Merci. Le président de séance essaye de remettre de l'ordre. Le chef de gouvernement et deux légitimités, celle du président de la République et celle de sa majorité parlementaire. Il est arrivé que des premiers ministres ne possèdent que l'une des deux, mais jamais qu'il n'en ait aucune. Or, c'est bien la situation inédite, insolite et pour tout dire un peu pathétique dans laquelle vous êtes, Monsieur le Premier ministre. Patrick Kanner, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, interrogé sur la situation de Alep. Si vous deviez qualifier la situation, vous utiliseriez quel mot ce matin? Honteuse. Honteuse. C'est un génocide? Honteuse. Le génocide est extrêmement marqué. En tout cas, c'est un massacre de civils qui est devant nous. Avec le recul, quand les choses seront pacifiées, vous verrez que nous aurons du mal peut-être à nous regarder les uns les autres, parce qu'on se dira mais comment a-t-on pu laisser faire cela? Et pour finir ce zapping, preuve que en ce moment les discours sont un petit peu les mêmes, quasiment partout dans toute la classe politique, sur la situation d'Alep et de la Syrie. Preuve en est donnée dans cette interview qu'a accordée Ramayad à nos confrères de Sud Radio. Ce qui se passe aujourd'hui à Alep est proprement inhumain. C'est maison après maison que les troupes de Bachar el-Assad commettent des atrocités sur les femmes, sur les enfants, sur les civils. Et nous ne disons rien. J'ai entendu dans les débats de la plénière... Vous n'êtes pas d'accord avec François Fillon, par exemple, quand il dit que, pour l'instant, il faudra maintenir Bachar al-Assad au pouvoir, qu'il n'y a pas d'autre solution, Absolument etc. pas. Il a utilisé cette formule, que voulez-vous, c'est la guerre, lorsqu'on lui parlait de ces atrocités-là. Que voulez-vous, c'est la guerre, c'est Munich puissance 100. Que peut dire l'Europe et que peut dire la France aujourd'hui? Enfin, et notre politique étrangère. Nous avons parlé de silence, mais en fait, les paroles, c'est nous avons joué aux pompiers pyromanes avec cette région du monde depuis l'invasion de l'Irak. Et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Nous avons créé un monstre. Le fait de choisir, d'opposer l'État islamique à Assad en disant il vaut
mieux entre la peste et le choléra, choisir la peste. C'est le pire des renoncements. Parce que Bachar el-Assad est un boucher. Donc il aurait fallu faire quoi? C'est le boucher de Damas qui a 300 000 morts sur la conscience. Le zapping, voilà pour mon cher Ousmane, chers amis auditeurs, elle y va fort quand même, Ramayad, sur le coup, non? Non, elle donne son opinion et je pense que son ton est à la hauteur des enjeux. Après, on peut ne pas partager son opinion, mais ça a le mérite d'être clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Elle montre aussi l'origine, parce que le problème c'est qu'on a une conscience politique de court terme, dans les petits clapotis de l'instant, et on n'a pas de recul. Effectivement, cette région et ce qu'elle subit ne sont que la conséquence des turpitudes des politiques américaines et européennes dans cette région. Donc on peut pas à un moment donné essayer de régler un problème aussi gigantesque que la Syrie sans prendre en compte l'ensemble de la situation géopolitique qui date de longue date. Et effectivement, c'est un manque d'imagination politique que de se mettre en situation de devoir choisir, et je l'ai dit quand il s'agissait de Trump et d'Hillary Clinton, entre les ténèbres et la nuit. Moi, il s'agit pas de choisir entre les deux, il s'agit de choisir l'aurore. Donc d'inventer quelque chose d'autre. On n'a pas à choisir entre Bachar et l'État islamique. On a à choisir la sauvegarde de l'intégrité territoriale et des habitants de la Syrie d'une part, et de permettre à ce qu'il y ait une solution politique. Voilà ce il aurait fallu faire. Bon, maintenant c'est trop tard parce que de toute façon, trop tard. Il y a eu quand même beaucoup de morts, quoi. Ouais, on aurait pu régler ce problème bien avant. On en reparlera d'ailleurs avec les dernières informations de la Syrie, puisque Alep, un accord avait été trouvé, sauf qu'il a été un petit peu torpillé cet accord, et aujourd'hui on parle plus d'accord puisque les bombardements ont repris. On vous donnera donc toutes les dernières infos, mais juste auparavant, à découvrir dans un instant la vie tranchée d'Ousmane sur ces Français qui sont tentés par le vote extrême, c'est ça? Ah non, qui sont à l'extrême droite. Ouais. C'est Français de confession musulmane? C'est musulmans d'extrême droite. Très bien. Les musulmans d'extrême droite. Si vous avez des choses à dire, s'il y a des gens d'ailleurs qui font partie du FN ou qui nous appellent, qu'on puisse comprendre un peu leur motivation, et 01 40 33 9000 pour le faire. À tout de suite, la pub, impératif, et on est de retour. Le grand forum LGF sur France Maghreb 2 avec notre ami Ousmane Timera qui est avec nous aujourd'hui jusque 18h pour commenter l'actualité. Dieu sait qu'elle est chargée une nouvelle fois aujourd'hui. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de notre ami Ziad Medouk, vous savez, ce directeur de l'université d'Al-Aqsa du côté de Gaza, qui est venu qui avait réussi après 2 ans d'interdiction de quitter Gaza, sa prison à ciel ouvert comme il l'appelle ainsi, avait réussi à venir en France pour y rencontrer et se faire remettre surtout des diplômes de poésie, car c'est un poète aussi, notre ami Ziad Medouk, et est reparti donc du côté de Gaza, sauf que là il est bloqué du côté de Rafah en Égypte, et il nous a posté ce message qu'on vous a mis d'ailleurs sur la page Facebook de France Maghreb 2, que je vous invite à aller lire. Il explique que donc après avoir été bloqué pendant 2 ans à Gaza pour venir en France, eh bien voici qu'il est bloqué pour rentrer dans sa prison à ciel ouvert, comme il aime le rappeler. Donc bon courage à lui. Donc bloqué en Égypte pour combien de temps, on ne sait pas. Voilà, ça c'est pour les petites nouvelles de notre ami Ziad Medouk. On contactera en tout cas dès son retour chez lui à Gaza. Cher ami Ousmane, on va y aller. Alors on va parler de ces Français, de ces musulmans qui sont à l'extrême droite. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et c'est vrai que les langues se délient pour le coup, et qu'aujourd'hui on s'affiche sans complexe comme étant musulman et d'extrême droite. Pourtant ça peut paraître assez paradoxal. Oui, effectivement, ça peut paraître paradoxal, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut quand même se questionner sur ce à partir de quoi on analyse les faits historiques et les faits politiques. Car voyez-vous, je n'aime pas la politique. Moi, je lui préfère plutôt le politique. Ça n'est pas pareil. Le second, en sa profondeur, donne au premier l'arrière-fond qui lui permet de faire ses agitations. Quand on dit la politique, on parle un peu de l'exemple du crépage de chignon que député se lance à l'Assemblée nationale. On parle des vicissitudes et
des abandons de nos dirigeants, on parle de l'instant, de l'instantané. Lorsqu'on dit le politique, on parle de l'arrière-fond, on parle de ce qui fonde les sociétés, ce qui donne une histoire longue. Or, c'est ce dernier, c'est-à-dire cette histoire longue, que nous n'avons pas en termes de culture, qui nous permet à un moment donné, peut-être, je pense, on pourra en discuter, de faire des choix qui ne semblent pas être judicieux à mes yeux, en tout cas en contradiction avec la philosophie islamique, coranique, que nous semblons porter. Vous me direz, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le choix d'un parti politique? Eh bien, il est à voir que nous ne devons pas porter un courant politique au niveau d'une idéologie ou au niveau de la croyance. Ce qui, à un moment donné, contredit de façon ouverte et claire et frontale sa croyance, doit être, à mon avis, réglé soit par l'abandon de l'un ou de l'autre, soit par une interprétation qui permet de s'accommoder de cela. Or, lorsque nous voyons l'histoire de France, nous voyons en gros, je dis en gros, deux visions du monde qui s'affrontent et qui en réalité sont d'accord quant aux finalités. Nous avons un déterminisme passéiste qui est pour l'ordre établi, qui est pour la hiérarchisation et qui a un certain goût pour l'empire et qui pense qu'effectivement il faut laisser la liberté permise par la loi du plus fort, donc laisser la liberté au plus fort de faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. Car si Dieu ou si la providence ou si l'histoire, quel que soit le Dieu auquel nous adhérons, a fait que l'un est plus fort que l'autre et plus riche, c'est que après tout il le mérite et qu'il peut se permettre d'écraser le plus fort. C'est la hiérarchie et c'est ainsi qu'il faut aller. Tandis qu'en face il y a une sorte de déterminisme qui est aussi progressiste, égalitariste, mais qui va aussi dans un même sens, c'est-à-dire qu'il faut niveler les niveaux et aller dans le sens d'un perpétuel présent qui ne permettra pas un autre renouveau. C'est ce que Fukuyama, c'est ce que Hegel et c'est ce que d'autres philosophes ont su mettre en place. Il s'agit pour nous qui avons foi en Dieu d'être ni pour l'un ni pour l'autre. Dieu n'est pas obligé de faire des choses, il n'y a pas de déterminisme. Il y a des lois, il y a des règles dans l'histoire, et puis c'est à nous d'agir dans le sens de notre liberté et dans le sens de plus d'égalité. Je reviens maintenant à ces affaires d'extrême droite, parce que l'extrême droite a une idéologie, une vision. Elle est pour la hiérarchisation entre les races. Parce qu'après tout, il n'y a pas de race humaine unique. Elle est pour l'idée que l'ordre établi tel qu'il est doit rester tel qu'il est, celui du plus fort. Et qu'en l'occurrence, le passé est toujours meilleur que le présent et le futur. Et donc, de ce fait, dans cette vision-là, ce qui contrevient à la racine, ce qui contrevient au christianisme, ce qui contreviendrait à l'identité du passé idéalisé est forcément dangereux. D'où le fait qu'il ne peut y avoir d'égalité entre ceux qui sont à l'extérieur de ce que nous avons dessiné comme étant la nation et ceux qui sont à l'intérieur. Et devinez quoi? L'islam, les musulmans sont mis à l'extérieur. Et donc je suis éberlué lorsque j'entends des musulmans adhérer à l'idée qu'au fond l'extrême droite et ce qu'elle a pu faire dans l'histoire de l'Europe n'est pas si important que cela, n'est pas si grave que ça. J'en connais même d'ailleurs qui adhèrent à ces mouvements-là par haine par rapport à ce qui se passe en Palestine. Quel est le lien? Ça n'est pas parce que l'injustice en Palestine est dénoncée par un raciste intérieur que je dois adhérer au racisme de l'intérieur. Je peux dénoncer là-bas et dénoncer ici et avoir ma propre position. D'autant que Marine Le Pen est quand même celle, pour tous ceux qui analysent sur les 30 dernières années le débat public et politique, est celle qui, entre autres avec d'autres médiacrates, a introduit dans le paysage français l'idée que l'ennemi est d'abord et avant tout l'islam. Le point commun entre tous ceux qui adhèrent à une vision d'extrême droite ou de droite extrême, chez Fillon aussi, le point commun entre tous ceux qui sont un peu de gauche, de gaullistes, ou ceux qui sont de je ne sais quel autre parti, de la nostalgie, le point commun qu'il y a entre tous ces gens-là, c'est la haine du musulman, la haine de l'islam. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que des musulmans peuvent adhérer à ces idées-là. Quand bien même ces derniers auraient une politique étrangère qui serait en faveur de ce que vous voyez dans la petite lorgnette
de notre vision, je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble. Il y a des positions qui ne peuvent pas aller à l'encontre de ce que moi je considère être, et je finis là-dessus, les fondamentaux d'une philosophie coranique, en tout cas de notre foi. Qu'il y a un Dieu, et que ce Dieu est libre, et de sa liberté il a créé un monde qui est en constante évolution, que les êtres humains sont tous égaux, et qu'il ne peut pas y avoir de case de départ qui finit par devenir une case de toujours. Et que de ce fait, les cultures ne sont pas des différences qu'il s'agit d'opposer, mais une diversité qu'il s'agit de faire marier. Ce sont des positions fondamentales qui définissent ce qu'est, à mon avis, la vision du Coran, qu'on y adhère ou pas. Un musulman qui dit à un moment donné, tu sais Ousmane, la France, elle n'accepte pas facilement ces immigrés. Regarde les Juifs. Il a fallu qu'il y ait un génocide pour qu'ils soient acceptés. Il faut que nous aussi nous acceptions de souffrir pour nous faire accepter. Je dis que tu es un lâche. Je dis que tu es un ignorant. Je dis que tu es un béni oui. Donc c'est bien dommage. Je pense qu'il faut avoir une analyse beaucoup plus profonde des enjeux politiques qu'il y a, de ne pas adhérer comme ça à gauche ou à droite, mais venir avec sa propre position, sa propre vision, et faire des choix stratégiques, certes, mais des choix stratégiques qui restent dans le cadre de la vision qui est la nôtre. Voilà, alors vous êtes interpellé par cet avis tranché de notre ami Ousmane. Eh bien, vous nous appelez maintenant 01 40 33 9000. On en parle. Parce que c'est vrai que de plus en plus on l'entend, on le voit, on le constate. Aujourd'hui, un peu plus qu'hier d'ailleurs, aujourd'hui beaucoup de musulmans n'hésitent plus à dire « moi je vais voter Le Pen ». Ça paraît quand même incroyable. Et pourtant donc c'est une certaine réalité. Alors vous faites partie peut-être de ces gens-là. Venez nous expliquer pourquoi votre démarche, parce qu'elle nous intéresse. 01 40. Encore une fois, sans anathème, hein. Ouais. Ça, j'ai pas, comme j'ai dit, c'est pas une affaire de religion, hein, mais voilà, il y a quand même des cohérences que j'aimerais, des incohérences que j'aimerais rendre cohérents. Effectivement. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Ah, pour le coup, j'aimerais que il y en ait quand même pas trop quand même. Ça serait intéressant. Oh, quelques-unes, hein, mais bon. Ouais. Faites-le. Alors on va voir. Tiens, on va prendre comme ça. Je prends les appels au hasard, hein, mon ami Ousmane. Allô. Bonjour, mon ami Christophe. Bonjour, Karim. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes attiré par les extrêmes, vous? Bah, tu m'as pas reconnu, c'est Karim. Non, oui. Pas du tout. Ah, d'accord. Non. Mais moi, je dis bravo à ton invité, à Ousmane, je crois, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, il s'appelle Ousmane Timera. Ouais, je l'entends souvent. Enfin, souvent quand il vient. Il a bien résumé les choses. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas abordé, ou alors peut-être que si, on peut le lire à travers les lignes. Moi, je suis estomaqué, je vous dis, et le mot estomaqué, parce que j'ai vu ça dans aucune communauté. Les gens qui se disent musulmans, et la plupart du temps, d'ailleurs, ce sont des Algériens, très peu de Marocains, ou pas du tout, pas Tunisiens, et qui prennent des caméras, et qui vont filmer leurs frères, leurs sœurs, leurs pères, leurs mères, en disant, regardez, ils foutent le bordel, ce sont des salauds, il faut les interdire, il faut les expulser. J'entendais l'autre jour, là, c'est de la brigade des mères qui disait, il ne faut plus qu'il y ait d'associations sportives, ni culturelles dans les banlieues qui soient dirigées par une personne de culture musulmane, parce que ça sera forcément un salafiste rampant. Et ajouter donc qu'il fallait absolument interdire les écoles coraniques, etc., ou Lydia Guirou qui disait, mais vous comprenez, il refuse de manger de la viande, ça nous coûte cher, il jette la viande. Alors, mais personne lui a dit, mais madame, s'il mange pas de viande, il est peut-être végétarien, et pas forcément musulman, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, j'ai jamais vu, excusez-moi, hein, mais j'ai jamais vu quelqu'un de la communauté juive. Et pourtant, il y a des juifs de gauche, de droite, du centre, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, sionistes, non sionistes, mais j'en ai jamais vu un prendre une caméra, aller filmer les juifs et dire aux Français, regardez ces salauds, regardez ce qu'ils font, regardez comment ils vous menacent. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver comme ça à insulter ses origines, à insulter son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Comment, je sais pas comment mentalement ces gens fonctionnent. C'est quelque chose à laquelle j'aimerais bien qu'Ousmane essaie de me répondre. Je suis estomaqué, franchement, et je peux citer des noms, hein. Ouais. Vous avez la Nadia, je sais pas quoi, vous avez Lydia Guirou, vous avez des tas de gens comme ça, qui sans vergogne. Écoutez, l'autre jour, je suis fait là-dessus. L'autre jour, il y avait celle de la brigade des mères, ou je sais pas trop quoi. Vous avez vu le reportage, soi-disant qu'il n'y aurait pas de femmes à Sevran, alors que moi j'ai regardé, le gars il lui a pas dit je vous sers pas madame. Il lui a dit ici il y a que des mecs, vous risquez d'être importunés.
mais il lui a jamais dit qu'il fallait sortir. Et je vous rappelle que RTL a envoyé quelqu'un derrière. T'as entendu parler, Christophe, non? Non, mais vas-y, explique-nous. RTL a fait sa contre-attaque. Alors ça a énervé Lévy en disant oui, vous comprenez, vous faites des cons. Non, je lui ai dit écoute, envoyé une journaliste. Elle est arrivée, elle a trouvé 3 femmes au bar qui disaient qu'elles étaient là tous les soirs pour jouer au loto et discuter entre elles. Bon, c'était des retraités, mais qu'importe. Et encore une fois, on a dit que ce bar était interdit aux femmes. Et quiconque regarde la vidéo, le mec, il leur a pas dit sortez, je vous sers pas. Et quand moi j'ai voulu appeler pour dire mais attendez, il y a un mec à Tremblay en France qui a viré 2 femmes musulmanes parce que soi-disant ça l'emmerdait de servir des musulmans. Personne n'a dit qu'il y a des restos interdits aux musulmans en France. Je comprends pas qu'on puisse pas faire la part des choses. Et comment ces gens-là, ah oui, je voulais finir mon anecdote. Et le gars, il l'appelle, lui dit, vous vous rendez compte, madame, j'habite Sevran. Vous dites que c'est un califat à 20 km de Paris. Vous dites ici qu'il n'y a que des... Mais madame, vous savez ce que j'ai dans les mains, là, madame, moi? Je m'appelle tard et j'ai un CV dans les mains. Je vais l'envoyer. Eh ben, à cause de vous, peut-être que mon CV finira à la poubelle. Elle n'a pas su quoi lui répondre. Parce qu'il lui a dit, vous nous faites beaucoup plus de mal que le Front National. Il lui a dit, vous avez le droit de contester certaines choses et tout. Mais, d'abord l'exagération, et en plus, mais pourquoi vous vous rendez médiatique en stigmatisant vos propres... Parce que, j'imagine que cette pauvre dame, je lui souhaite pas, mais que si un jour son fils, par exemple, se fasse casser la gueule par des flics ou tuer au fond d'un commissariat, ça sera la première à venir pleurer auprès du CCIF et compagnie, alors qu'elle est pour la dissolution du CCIF. Merci Karim. Alors Ousmane, sur tout ça. Salut Karim, à bientôt. Merci beaucoup. Alors. Non, mais j'ai mon analyse propre, mais moi j'attends quand même parce que je voulais, ce serait bien d'avoir la réaction de quelqu'un qui adhère au Front National. On peut adhérer au Front National sans forcément être dans l'idée de stigmatiser sa propre population, mais il y a effectivement cet effet, ce syndrome de Stockholm qui consiste à, vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est une personne qui se fait violenter par une autre personne et qui finit par l'aimer. Et qui finit par l'admirer. Ouais. Il y a des gens à un moment donné qui se font tellement taper dessus qu'ils finissent par aimer ceux qui leur tapent dessus. Alors, ils perdent toute fierté, toute vision objective, et ils adoptent en fait la vision du monde de celui qui les agresse et qui veut les expulser. Donc je pense que c'est un syndrome que beaucoup d'entre nous avons et dont il faut s'en guérir et s'en débarrasser. Alors n'hésitez pas en tout cas à nous appeler parce que ça nous intéresse. On souhaite vous entendre, vous qui êtes musulmans et qui avez décidé peut-être de voter extrême droite en l'occurrence. Peut-être même d'ailleurs certains font partie adhérents de l'extrême droite de ce parti du Front National ou épousent peut-être certaines idées de François Fillon parce que tu faisais le lien avec François Fillon. Oui, parce qu'en fait c'est l'extrême, mais la gauche aussi. La gauche là, Icarde aussi. Bon, on a des personnes aussi, des couscous jambon qui sont aussi de ce côté-là. Excusez-moi, je le dis un peu comme ça parce que c'est désolant. Quel beau mélange. Non mais c'est quelqu'un va me dire mais t'as qu'à dire Tiaboudienne jambon aussi. Je vais le dire aussi. Mais je vois pas beaucoup d'Africains qui font ces choses-là. Ouais. Mais pourquoi pas? La question c'est pas la race ou l'appartenance ethnique. C'est à un moment donné comment avoir des choix stratégiques. J'adhère à un parti parce que carrière, parce que pour le coup le programme m'intéresse. C'est une chose. Mais adhérer à une faction ou à une vision, une idéologie qui de fait te stigmatise et est là pour te réduire à néant, c'est incongru. C'est extraordinaire comme défaite intellectuelle et comme soumission et comme colonisation de son esprit. Le Coran donne un certain descriptif là-dessus, mais on en parlera après. Amel, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez me dire. Amel Domès qui est avec nous. Bonsoir Amel. Oui, bonsoir, salam alaikum Oussama et salam alaikum Christophe. C'est Ousmane, c'est pas Oussama. Faut faire attention là, les Oussama là. Amel, c'est pas Oussama. Amel. Oui. On se calme, c'est pas Oussama, c'est Ousmane. C'est Ousmane. Voilà. Pardon. C'est les Oussama. Bon, allez-y Amel. Excusez-moi, j'ai pas tout suivi toute la conversation, mais juste par rapport à la politique pour réagir à ce que vous parlez. Moi en tant que, pour moi, mon avis, faudrait pas voter parce que le vote blanc n'existe pas. On n'est pas en démocratie. C'est que des paillettes qu'on a et tous les politiciens de toute manière ce sont des élites. Donc ils sont dans leur petit royaume et voilà. Donc pour moi c'est ce qui est la réalité aujourd'hui en France. C'est mon point de vue et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le partagent, le même point de vue. Et moi j'en ai assez
Donc je ne vais même pas voter, malgré que au départ je tenais ça à cœur. Ben je préfère prendre l'abstention. Au moins l'abstention est cotée plus que le vote blanc. C'est pas une sorte de renoncement quand même, Amel? Non, c'est pas un renoncement. Je dirais que c'est plus que un peu peut-être, mais c'est pas. C'est juste oui, le vote blanc n'est pas compté, quoi. C'est pas juste. Oui, on n'est pas juste. On va voter des élites. Y a pas de justice. Les gens, tous les politiciens sont tous connus médiatiquement. Dites-moi une seule personne qui sort du lot, qui est citoyen, qui n'est pas connu et puis qui s'est présenté en tant que président. Personne. On connaît tous les mêmes têtes. C'est tous les mêmes têtes. Ils sont tous dans ces élites et voilà. Donc ils sont dans leur petit royaume et c'est tout. J'ai l'impression d'être dans la monarchie bien à l'époque. Et pour vous dire, toutes les partis politiques ne soutiennent même pas la cause palestinienne, alors que elle est où la justice, tout ça. La Palestine devrait faire un grand débat dessus. Enfin, devrait être le grand sujet par rapport à l'Europe. C'est quand même l'Europe qui a mis cette situation là-bas. Et oui, mais je Amel, parle de la Palestine parce que ça me tient énormément à cœur. Je comprends. Et je voulais toucher un mot à la radio pour que tous les auditeurs écoutent. La force, ce qu'on peut faire aujourd'hui pour soutenir la Palestine, c'est vraiment boycotter. Donc ne pas acheter les produits israéliens. J'insiste dessus parce que ça marche, parce qu'ils perdent beaucoup d'argent, les Israéliens, grâce à ça. Et ça fait tellement réagir que nous-mêmes, à Metz, Teva, une pharmaceutique Teva israélienne, je ne sais pas si vous connaissez, Christophe. Oui, bien sûr, c'est un générique. Donc, nous porte plainte en utilisant la circulaire à Lyon-Marie. Oui. Donc là, le 24 janvier, notre association qui s'appelle BDS, je ne sais pas si vous savez. Attendez, elle est connue mondialement, BDS, quand même. Voilà, donc boycott des investissements, sanctions pour les auditeurs. Notre association, on se fait attaquer par quand même une grande pharmaceutique Teva en utilisant la circulaire d'Alliot-Marie qui dit que la circulaire, voilà, en gros, tout ce qu'on boycotte, enfin, qu'on appelle, en appelant au boycott des produits israéliens, les autres produits, ok, il n'y a pas de problème, mais seulement israéliens, d'accord, par hasard, on est assimilé à l'antisémitisme. Qui n'a pas été abrogé par Taubira, d'ailleurs, je précise. Hein. Voilà. Elle avait l'occasion de le faire, elle l'a pas fait. Oui, exactement. Et aussi par... Urvoas, le nouveau ministre. Ouais. Le dernier Garceau aussi devait le retirer. Et donc, pour vous dire, donc maintenant, Teva nous porte plainte. Donc nous, ça nous fait mal. Ils essayent de nous bloquer, mais ça montre que on les embête. Ça montre que ça marche, que ça montre que beaucoup de gens n'achètent pas. Oui, mais Amel, beaucoup de gens mettent des vignettes et n'achètent pas ces produits. Mais il faut continuer. Il faut continuer. Il y a beaucoup de fruits et légumes méadrines à faire attention dans les magasins Lidl, dans les magasins Auchan. Regardez d'où ça vient, parce qu'on triche, on ment aux consommateurs. Allez-y voir. Tout le monde peut apporter quelque chose. Tout le monde. Voilà, on dit, on est une petite goutte, parce que j'entends à chaque fois des personnes qui disent non, on n'y arrivera pas, ça dure depuis des années, et puis voilà, non, avec l'Afrique du Sud, ça a bien marché, donc je vois pas pourquoi en Palestine ça ne marcherait pas. Merci et Amel, voilà, merci. C'était mon petit coup de gueule. Eh ben, il a entendu votre coup de gueule. Il a entendu et je suppose qu'il est partagé, mais il y a une chose qu'il faut comprendre quand même quand vous reprochez aux politiques français de ne pas évoquer la Palestine, c'est que peut-être que la Palestine ne parle pas à la population française et que les politiques préfèrent aller sur des terrains et visiblement ça marche, Ousmane. Force est de le constater aujourd'hui quand on parle d'insécurité ou d'islam ou de terrorisme, le politique monte en flèche dans les sondages, donc il y a un souci aussi quelque part. La responsabilité n'est peut-être pas à pointer que sur le politique aussi, et à pointer sur la population et qui est en attente d'un certain discours de fermeté, je ne sais pas pourquoi, mais non, même pas selon les sondages. La préoccupation première des Français, c'est le chômage. Ouais. C'est les questions sociales, c'est même pas les questions de sécurité. Bon, bah alors pourquoi le politique qui va te parler de chômage ne va pas faire autant d'audience qu'un mec qui va te parler de terrorisme? Parce que le politique, n'ayant pas de projet pour régler la question du chômage,
va surfer sur les instincts en parlant de sécurité, d'une part. Donc on est dans cette situation-là, parce que pour régler le chômage, il faut remettre en question un certain nombre de règles du jeu, notamment le système néolibéral dans lequel nous nous trouvons, et les choix économiques, de politique économique qui ont été faits depuis les années 80, dans lesquels nous croulons aujourd'hui, sous lesquels nous croulons aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut remettre en question. Or, remettre en question ça, c'est compliqué pour certains. Donc on peut pas régler le problème du chômage. Donc on va s'agiter sur le sécuritaire. Mais en même temps, on peut pas demander aux peuples européens, au peuple français, de faire de la cause palestinienne sa préoccupation première. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah ça, non, je veux dire. Mais ça, les politiques le savent. Hein. Non, mais c'est même pas une question. C'est pas logique. Oui, pourquoi est-ce que des Français vont mettre en première ligne la question palestinienne dans leurs préoccupations? Non, elle sera secondaire par rapport à la politique internationale de manière générale. Oui. Mais la politique intérieure a toujours le pas sur la politique extérieure, donc c'est logique. Je ne désespère pas de trouver un auditeur qui nous appelle tout de suite au 01 40 33 9000, qui vote extrême ou qui serait adhérent au Front National, qui nous explique pourquoi. Mon cher Ousmane, en une question rapide, est-ce que tu fais attention lorsque tu vas faire tes courses, ça t'arrive de temps en temps, lorsque tu achètes des produits, est-ce que tu es regardant sur la provenance du produit? Non. Très bien. Pas tout de suite. Non mais t'as le droit. Écoute. Non, pas souvent. Moi, je regarde la qualité, pas la provenance. Très bien. À tout de suite sur France Maghreb 2, le grand LGF qui est avec vous, avec Ousmane Timéra sur France Maghreb 2. D'ailleurs, je parlais que tu vas beaucoup voyager ces temps-ci, puisqu'on m'a dit que tu vas être à Strasbourg le 24 décembre. Oui, tu vas fêter Noël à Strasbourg, dis donc. Ils m'ont invité, j'aurais dit, mais vous êtes sérieux, vous, le 24 décembre? Mais, pas de jour férié pour notre ami Ousmane, tout de suite. Non. Nocibé. Envie d'un Noël infiniment cadeau? Chez Nocibé jusqu'au 18 décembre, chaque jour dans chaque magasin, jouez pour gagner une carte cadeau de 100 €. Nocibé, créateur de sourires. Nocibé, la beauté libérée. Jeux et conditions en magasin et sur nocibé.fr. Mission Super Noël chez Micromania. Cette semaine, mission 4, les super prix givrés. Le pack Xbox One S, 1 Tera, Battlefield 1, plus Gears of War 4, plus Rainbow Six Siege, plus 1 an de Xbox Live, au prix totalement givré de 299,99 €. Mais les prix sont aussi givrés sur FIFA 17, Forza Horizon 3, Watch Dogs 2 et bien plus encore. Mission super prix givré, c'est maintenant chez Micromania. Voir conditions à magasin et sur micromania.fr. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Les filles, chez Leclerc, l'épilateur à lumière pulsée Babyliss est à moins de 100 €. Du 6 au 17 décembre, le très bon plan Leclerc, c'est l'épilateur à lumière pulsée Babyliss à 99 €, dont 5 centimes d'éco-participation, au lieu de 119 €, soit 20 € de réduction. Un épilateur comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Exister, c'est exister politiquement, disait Abdelmalek Sayad. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale de votre lieu de domicile. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous venez de changer de domicile, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore vous inscrire. Rendez-vous à votre mairie, muni uniquement d'une pièce d'identité en cours de validité, carte d'identité ou passeport, et d'un justificatif de domicile. Inscrivez-vous et votez. Ne laissez personne décider à votre place. Votons. Pour bien vivre ensemble, votons ensemble. Leclerc. Mathilde, je peux goûter un de tes litchis, là? Ah, ils sont superbes, hein, mes litchis. C'est le fruit star en ce moment chez Leclerc. Un fruit de saison à la chair juteuse, sucrée, savoureuse. Idéal pour finir les repas de fête. Mais même au petit déjeuner. C'est vrai que les litchis goûteux comme ça, à ce prix-là, on en mangerait à tous les repas. C'est parce que Leclerc se bat pour que les produits frais soient accessibles à tous que du 14 au 16 décembre, le kilo de litchi origine Madagascar est à 2,78 €. Voir modalité dans les magasins participants. Ça fait pas cher le kilo de litchi. Voilà, bienvenue chez Leclerc. Bonjour, c'est Islam Seili. Il faut prendre sa carte électorale parce qu'il faut incarner le changement qu'on veut voir. Bonjour, la baronne Bouchera. Le savoir est une arme et votez aussi. Alors toutes et tous, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Bonjour, Maïssa Leroy. Pourquoi prendre sa carte électorale? Tout simplement pour prendre son droit. Avec Carrefour, en route pour... Attends Claire, on prend du foie gras et du saumon fumé? Et oui, chez Carrefour, jusqu'à dimanche, il y a une super affaire sur tous les foie gras et saumon fumé. Bah moi j'en connais qui vont se régaler. C'est l'Odyssée de Noël chez Carrefour. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 € en bons d'achat par tranche de 30 € d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé. Limité à 3 bons d'achat valables du 19 au 24 décembre. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Carrefour. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, les enfants sont un peu trop gentils. J'ai le droit à des mamans, t'es giga jolies, tu sens giga bon. J'ai compris, je vais les partager avec eux, les gigas de mon forfait.
Je suis vraiment giga généreuse, moi. Seul SFR vous permet de partager les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Family à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99 €. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 23 janvier pour les clients multipack avec une box de SFR avec engagement. Prix sans mobile avec engagement 12 mois. Ah, j'oubliais. En souscrivant mon assurance auto à la Massif, j'ai eu 1 an d'abonnement télépéage offert. Merci la Massif. Frais de gestion temps libre d'1 autoroute offert. Voir conditions sur massif.fr. Offre exceptionnelle chez Conforama. Jusqu'à dimanche, profitez de 20% de réduction supplémentaire sur le meuble et la déco des 200 € d'achat. 20% de réduction en plus. En plus de quoi? En plus de toutes les promos. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Hors cuisine, conditions et liste des magasins ouverts dimanche sur conforama.fr. Intermarché est fier de vous faire vivre des fêtes enchantées. Le brie de Meaux AOP est à 6,50 € le kilo. Oui, 6,50 €, seulement jusqu'à demain. C'est ça, des fêtes enchantées. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, 20% de matière grasse dans les Intermarchés équipés d'un rayon fromage à la coupe ou sous film au rayon franc emballé. Pour votre santé, bougez plus. Bonjour Virginie, vous êtes pharmacienne conseil Nux à Paris. Dites-nous pourquoi l'huile prodigieuse est un soin culte. L'huile prodigieuse, c'est le produit parfait. Elle est naturelle, elle hydrate le corps, le visage et les cheveux. C'est un bonheur à appliquer avec sa texture et son parfum addictif. Mes clientes en sont fans. Et on peut en mettre l'hiver? Oui, justement. Nux a créé une nouvelle version, spéciale potrée sèche ultra nourrissante, l'huile prodigieuse riche. Maintenant, chaque femme a son huile prodigieuse. Pour les fêtes, retrouvez tous nos coffrets. Nux, resplendissez. Maghreb 2, France Maghreb 2. C'est LGF sur France Maghreb 2 avec Ousmane Timera aujourd'hui au 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. Ousmane Timera qui, je disais avant la pub, participera donc au congrès annuel de la Grande Mosquée de Strasbourg le samedi 24 décembre sur le thème gestion de crise. Les musulmans de France sont-ils dotés des moyens nécessaires pour y faire face? Voilà de quoi bien t'amuser mon ami Ousmane. Le 24 décembre donc à Strasbourg. Pour une fois qu'il y a des sujets qui volent haut, c'est bien parce que souvent on a des conférences et des sujets qui volent pas très haut à mon avis. Donc là c'est vraiment je pense un sujet qui mériterait beaucoup d'attention et une analyse profonde. Et bien voilà, on aura l'occasion d'en reparler donc le 24 décembre tu vas faire réveillon de Noël du côté de Strasbourg. Avec tout de suite Abdelkader de Reims qui souhaite lui nous répondre à la question qu'on pose à savoir sur ces musulmans qui ont décidé de voter extrême droite ou peut-être même pour certains d'entre eux d'y adhérer. Abdelkader, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. J'ai un problème avec le téléphone. C'est pas d'aujourd'hui que le Front National est alimenté par les musulmans d'Algérie. C'est les rapatriés d'Algérie qui votent pour le Front National. Ça, moi, je le sais depuis une vingtaine d'années. Mais vous personnellement. À Mulhouse, tous les Mulhousiens, il y avait des gens en 80, dans les années 80, quand Jean-Marie Le Pen était en mouvement, il y avait 400, je connaissais 400 personnes, de rapatriés algériens qui votent, qui marchent. Même le bras droit, hein, le garde-corps de Jean-Marie Le Pen, c'est un Algérien. Puis sa fille l'avéré quand il est arrivé à récupérer la place de son père. Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez été tenté par cette idéologie? Ah non, moi je suis algérien et c'est une fois je discutais avec le chef de Mulhouse, il était en train de distribuer les journaux. Et quand il est arrivé à moi, il voulait pas me donner le journal. Alors je lui ai dit, c'est pas écrit sur mon front que je savais pas lire. Ah, il m'a dit, moi c'est le Front National. Et puis on a discuté pendant une demi-heure. Et puis il m'a dit, moi j'ai beaucoup d'Algériens qui sont dans notre équipe. Je lui ai dit, je le sais, parce que moi je faisais partie de l'amicale des Algériens en Europe. C'est Monsieur Lachi à Mulhouse et Kamal Chapeau. Peut-être faut inviter, ils les connaissent. Qui est de l'amicale des Algériens en Europe, et puis qui étaient ensemble, et puis il lui a dit, vous savez, monsieur j'ai le nom sur le bout de la langue, sauf que j'arrive pas à le sortir. Il lui a dit, vous savez, moi c'est mon mange pain qu'il lui a dit. Moi
j'ai plus de 400 personnes algériennes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci Abdelkader, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc on va essayer de donner la parole à un maximum d'entre vous. On va pas se focaliser sur les Algériens en particulier. Non, parce que j'ai dit musulmans. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas. Je vois très bien où vous voulez en venir, mais bon. Alors, on prend un appel avant de parler d'autre chose. Un dernier peut-être. Allô, bonsoir. Allô, bonjour. Bonsoir monsieur. Votre prénom? Oui, je suis à Marseille. Bonsoir, votre prénom monsieur? Mon prénom c'est Farid. Bonsoir Farid, bienvenue à vous. Bonsoir, merci, bonjour. Alors, on vous écoute. Bon, on parle de Marine Le Pen, là, de l'extrême droite, c'est ça? C'est ça. Bon, moi, apparemment, ce que j'ai vu, Marine Le Pen, c'est la seule, je la défends pas, mais c'est la seule qui n'a pas interdit le burkini cet été. Ou qui a foutu le bordel avec les musulmans, entre la gauche et la droite. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? Bah non, il y en a d'autres qui étaient contre. Il y a Marine Le Pen, il me semble avoir entendu parler du burkini. Hein. Ah bah Jean-Luc Mélenchon par exemple s'est offusqué et a dit que c'était ridicule d'interdire le burkini. Ah oui, non mais Jean-Luc Mélenchon, on parle pas d'extrême gauche ou extrême droite? Non mais si l'idée c'est de dire que Marine Le Pen est la seule à pas avoir pris position négativement sur le burkini, c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui ont eu dans les différents niveaux politiques qui se sont opposés à ce débat malsain. J'ai pas trop entendu l'extrême droite parler sur le burkini, c'était plus la droite, la gauche. Ouais, mais alors un autre sujet, parce que bon, sur le burkini, effectivement... Après, l'autre sujet que je voulais entamer, c'est aussi, il faut dire que les musulmans, pas tout le monde est au courant. Il y en a qui font pas la prière, qui mettent des mains de Fatma et ils disent « je suis musulman ». Mais ça, c'est quoi le rapport, là, Farid? Ils font ce qu'ils veulent. C'est quoi le rapport, Farid? Le rapport, c'est qu'on peut pas dire qu'on est musulman alors on fait pas les choses pour. Là, on entre dans un autre sujet, là, cher ami. Oui, non, après, c'est du jugement, ça. Il y a des violences. Quand on voit un qui te dit je suis musulman, qui fume le shit, qui boit, qui trompe sa femme, qui est plein de conneries, et te dit je suis musulman. Ah, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'extrême droite? Alors là, on parle. Ça a à voir parce que c'est ça qui provoque beaucoup d'extrême droite. Ah bon, l'extrême droite s'offusque contre le fait que des musulmans trompent leurs femmes, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est juste que nous, les musulmans, on devrait se protéger, alors qu'on est là, on est ouvert à tout, et les gens, ils sont souvent en train de dire je suis musulman, mais le mec, il te met les mains de Fatma alors que c'est haram. Bon. Plein de petits trucs comme ça, en fait, qui, moi, ça me perturbe un peu. Merci, cher, à bientôt. 01 40 33 9000. Pour conclure le débat, enfin le conclure. En tout cas, pour terminer sur ce point-là, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut regarder. La première des choses, c'est qu'effectivement, il y a un désarroi, une déception immense de la part d'une grosse partie de la population musulmane, arabo-musulmane, afro-musulmane, surtout arabo-musulmane, mais musulmane de manière générale, une déception quant à la gauche, une déception quant à la droite, et ensuite on se dit bon, on va essayer avec l'extrême droite. C'est un peu le mouvement général de la population française. Voilà, c'est ça. On les a pas essayés. On les a pas essayés, d'une part. D'autre part, on dit aussi les positions, et ça, il y a un certain polémiste ancien communiste qui a fait beaucoup qui a été suivi par un certain nombre de musulmans des quartiers populaires, pour pas le nommer Alain Soral par exemple, ou l'affaire Dieudonné et autres, qui à un moment donné ont eu une position courageuse en tous les cas, pour beaucoup par rapport à la Palestine, et qui en même temps dans ce sillage-là sont dit puisqu'ils sont pour la Palestine, donc tout le reste on le prend. Et il en va aussi, par exemple, quand Marine Le Pen dit, moi j'ai rien contre les Irakiens quand ils sont chez eux, et d'ailleurs c'est à cause des Américains s'il y a des problèmes là-bas. On dit donc qu'elle critique la politique américaine, donc c'est quelqu'un de bien. Donc il y a beaucoup de gens qui ont adhéré dans ce sens-là. Malheureusement, je reviens sur mon propos, c'est un manque d'analyse et de profondeur politique et historique. Il nous faut avoir une éducation populaire politique pour comprendre les enjeux qui sous-tendent les débats politiques français. Et que nous, en tout cas, en tant que musulmans, porteurs d'une conscience de l'universel, il s'agit pas de prendre parti pour les uns et les autres. Il s'agit à un moment donné d'avoir une position universaliste issue de notre foi, de notre vision et de la cohérence, d'avoir des choix stratégiques, on peut aller à droite ou à gauche, du moment que ça va pas à l'encontre d'un certain nombre de nos convictions, et ça va dans le sens de la justice sociale tel qu'on le perçoit. Ouais. Et en même temps, ne pas être tout le temps en réaction, parce que c'est la réaction qui nous fait adhérer à un moment donné à des idées qui vont à l'encontre de notre existence. T'as des personnes qui sont issues de l'immigration, dont le père n'avait pas de papier, et qui vous tiennent des discours en disant c'est sales arabes, c'est sales noirs. Et tu dis mais t'as oublié que t'étais noir et que t'étais arabe, toi?
T'es fou, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, c'est ce que je disais à une personne. Il faut garder raison. C'est pas parce que t'es offusqué parce qu'il y a un Mamadou, un Mohamed qui a sorti le drapeau et que tu te dis regarde ces gens-là que à un moment donné tu dois basculer de l'autre côté. Donc il faut à un moment donné tenir compte de l'idéologie, de la philosophie qui sous-tend ces partis-là. Moi par exemple j'ai un problème avec une certaine catégorie de la gauche, pas toute la gauche, une certaine catégorie de la gauche qui sont pour la colonisation, qui sont contre la religion et contre l'islam en tant que tel et qui voudraient qu'on soit tous des athées en puissance. Mais ça m'empêche pas à un moment donné de dire ah tiens, ici, sur telle position, elle a raison. Oui, il peut avoir raison sur telle position, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec sa vision. Il en va de même pour les autres. Il faut avoir apporter de la nuance, du discernement. Ouais. Alors, on va changer de sujet maintenant et parler de cette reprise de ces bombardements alors qu'un cessez-le-feu était attendu, était annoncé. Même les forces de l'armée syrienne de Bachar el-Assad donc ont repris leurs tirs sur le dernier quartier rebelle d'Alep après seulement quelques petites heures d'accalmie. Sur place, l'accord sur l'évacuation d'Alep est suspendu. Ce sont d'intenses combats qui ont donc repris, des combats violents, des bombardements à Alep, donc à rien suffit pour remettre en route la machine de guerre. D'un côté, des rebelles déterminés, ils résistent jusqu'au bout. De l'autre, des forces donc de Bachar el-Assad et notamment des milices également qui agissent dans certains secteurs. Et au milieu, évidemment, les civils sans défense qui subissent ce nouveau déchaînement de violence, l'angoisse d'être tués, puis l'espoir d'être évacués et désormais cette reprise des combats. Les habitants donc de la ville d'Alep sont plongés dans un profond désarroi depuis 48 heures. On exerce sur eux un droit de vie, mais aussi de mort. L'évacuation suspendue, donc, après ces témoignages d'exactions, d'exécutions sommaires, atrocités contre des civils associés à l'intensité des pillonnages qui ont poussé l'ambassadrice américaine à l'ONU, écoutez, Samantha Power, ça ne s'invente pas, à prendre directement à partie les assaillants. Écoutez son témoignage. To the Assad regime, Russia and Iran. Au régime de Bachar el-Assad, à la Russie et à l'Iran, vos forces et vos alliés commettent ces crimes. Vos bombes, vos mortiers et bombardements ont permis aux milices d'Alep d'encercler des dizaines de milliers de civils dans un étau qui n'a plus cessé de se resserrer. Votre étau. 3 membres de l'ONU tentent un piège mortel à des civils. Cela devrait vous faire honte. Mais au lieu de cela, apparemment, cela vous enhardit encore. Vous préparez l'assaut suivant. Est-ce que vous êtes vraiment incapable d'avoir honte? Est-ce qu'il n'y a vraiment rien qui puisse vous faire honte? Est-ce qu'il n'y a aucun acte de barbarie sur des civils? Aucune exécution d'enfants qui vous touche, qui vous fasse réagir? Est-ce que vous cesserez un moment de mentir et de tout justifier? Très violent, hein. Donc cette interpellation de l'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Powers, cher Ousmane. Comment dire? Moi déjà je suis fatigué un peu de... C'est triste de répéter les mêmes choses et de constater en fait les mêmes atrocités de semaine en semaine. D'une part. D'autre part, nous sommes quand même obligés d'avoir une analyse politique. On a un discours d'une femme politique qui est moralisant. Je trouve ça un peu triste. Il ne s'agit pas à un moment du point de vue des Occidentaux et des États-Unis d'avoir de faire de la prédication, c'est-à-dire de poser des actes politiques. Donc ça c'est un premier point, ça c'est un discours de l'incapacité, un discours de quelqu'un qui veut pas agir ou qui n'a plus les moyens d'agir. Ça c'est un premier point. Et deuxième point, on ne peut pas faire la morale quand on a nous-mêmes les mains remplies de sang. C'est-à-dire les États-Unis ont autant de responsabilités que la Russie dans le désordre et dans la tuerie qui existe dans ces régions. Ils n'ont aucune leçon à donner. Donc c'est ce qui disqualifie leurs propos. Le problème il est là, on est entre sanguinaires respectifs qui se lancent des invectives et des anathèmes qui correspondent à leurs intérêts du moment. C'est celui qui aura le plus de sang sur les mains en fait, non? Non, c'est pas ça, c'est que chacun est en train de défendre ses points de vue. La Russie va répondre aussi aux États-Unis. Donc ils vont justifier leur massacre en disant vous aussi, vous avez fait ceci en Libye, vous avez fait ceci en Irak, arrêtez, vous êtes là en fait pour nous aveugler. De l'autre côté, les États-Unis, parce que c'est pas leur intérêt ce qui se passe en ce moment avec la Russie, vont mobiliser les actes moraux.
que les uns et les autres mobilisent les actes moraux par rapport à leurs actions, d'une part. D'autre part, il faut effectivement des actes politiques. C'est pas parce qu'on est contre la Russie ou contre la politique des États-Unis que l'on doit ne pas tenir compte des enjeux de pouvoir et de politique. La véritable décision à prendre immédiatement, l'action politique à mener, c'est effectivement faire cesser les bombardements, permettre à ce que les civils puissent sortir et faire en sorte que ni l'un ni l'autre des deux camps n'essaye de rompre la trêve. Parce que de l'autre côté, que ça soit des rebelles ou que ça soit des terroristes, le fait qu'on n'arrive plus à les séparer, on ne sait pas qui est qui maintenant. C'était comme si en fait ils faisaient exprès, quoi. C'était comme si au fond ils ne voulaient pas qu'il y ait de trêve et que dès qu'il y a une trêve, il y en a certains qui s'amusent à reprendre les hostilités pour forcer de l'autre côté la Russie et Bachar al-Assad à agir. Je trouve ça stupide, je trouve ça gamin, je trouve ça dommage. Et le plus dommage, vous savez, c'est quoi ? C'est que tous ceux-là sont des musulmans. Tous ceux qui meurent là-bas. Les armées russes comme les États-Unis ou les Occidentaux, il n'y a pas une armée qui est sur terre, qui est sur pied. Ce sont des musulmans. Les Turcs, les Arabes, les Kurdes et tout ça. Ce ne sont que des musulmans. Honte à vous. Justement, puisque tu parles de la Turquie, côté turc, Ankara accuse la Syrie, donc Bachar al-Assad et ses soutiens d'avoir bloqué la mise en œuvre du cessez-le-feu. Interprétation opposée du côté de Moscou qui pointe là responsabilité de la partie rebelle. Depuis ce matin, en fait, la Russie communique directement sur ces événements en cours à Alep. Sergueï Lavrov s'essaye même à des prévisions en estimant que les forces pro-gouvernementales devraient avoir raison des dernières poches de résistance des insurgés d'ici 2 à 3 jours. Plus que jamais, les Russes soutiennent donc l'offensive gouvernementale sur Alep. Le Kremlin, contrairement à ce que disent les Nations Unies, les forces gouvernementales n'ont pas commis d'exactions sur les civils à Alep. Pour Dimitri Peskov, il suffit de regarder les reportages des journalistes TV qui se trouvent sur place. Ils témoignent que la population civile accueille avec joie la libération de la partie est de la ville des terroristes. Toutefois, ajoute-t-il, il ne faudra pas laisser sans réponse les exactions commises par les terroristes. Il estime qu'il y a eu une dynamique positive à Alep et que la libération de la ville touche à sa fin. Un point de vue similaire exprimé par le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui a également fait savoir qu'il avait eu une conversation avec son homologue turc et il a souligné que la coopération avec la Turquie pourrait être plus efficace que celle avec les États-Unis, qualifiée pour les États-Unis de causerie sans résultat. Vous voyez, donc on a du mal à s'y retrouver. C'est pour ça que je vous donne une certaine donnée d'information pour les positions de chacun dans ce conflit, dans ce bourbier qui malheureusement au milieu, ce sont toujours les mêmes, les civils qui payent. C'est de la propagande. Qui a tort, qui a raison, on n'en est pas, on n'a pas la réalité. Enfin, il y a aucun recul qui nous permet de savoir exactement ce qui se passe. On n'a que des médias interposés qui sont utilisés idéologiquement de manière propagandiste pour pour convaincre leurs populations intérieures, le soutien de leur population. Cette bonne guerre. La question que je pose de principe, c'est quoi qu'il arrive, Bachar al-Assad ou la Syrie ou je ne sais qui va prendre le pouvoir. Vous croyez vraiment que la souveraineté de la Syrie sera donnée ? On rêve ou quoi ? C'est la Russie qui décidera. Alors là, il ne s'agit pas de choisir la Russie ou les États-Unis. Il s'agit de choisir la souveraineté et l'indépendance des peuples. C'est une nouvelle colonisation. On est passé avec 300 ou 400 000 morts là-dedans. Chacun un jour rendra des comptes dans ce monde ou dans l'autre, mais en définitive, je reviens à ma question première. Tous ces gens qui prennent des positions jusqu'à se haïr en servant de milice à des puissances extérieures, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est ça que l'on doit questionner. Il y en a même certains à un moment donné, ils ont tellement la haine contre la Turquie qu'ils aimeraient bien, donc des musulmans aussi, qui disent ouais mais la Turquie c'est de leur faute, donc ce serait bien si ils se faisaient détruire. Mais mon ami, c'est des frères comme toi, des Turcs. Tu veux qu'il y ait une guerre civile là-bas aussi ? De même, quand vous les voyez parler de la Syrie, on a l'impression que les bombardements, c'est des fleurs qui tombent sur les gens, qui caressent la peau des enfants. Ce sont des êtres humains qui meurent. Arrêtez d'être dans le fantasme deux ordinateurs qui envoient juste une bombe et puis plus rien ne se passe. C'est des gens qui meurent. Donc il ne s'agit pas de prendre parti pour les uns et les autres. Il s'agit à un moment donné d'appeler à la paix, à la souveraineté nationale, au choix des peuples.
au-delà des intérêts interposés qui nous demandent de prendre position pour les uns et pour les autres. Autre position aussi importante, autre allié de Damas, c'est Téhéran qui aurait posé cette nouvelle condition pour mettre en œuvre les évacuations, que soit dans le même temps évacuer des blessés de 2 villages chiites syriens, villages de Foua et de Fefraya, des localités qui sont aujourd'hui assiégées par les rebelles. Voilà pour la position de l'Iran. Vous voyez, c'est un véritable échiquier. Hein, oui, c'est un véritable échiquier, mais l'Iran aussi se joue un sale jeu, je veux le dire comme je le pense. Parce que, encore une fois, parce qu'au début, quand on regarde un peu les choses, on se dit, bon, les pauvres Iraniens, c'était un peu ma position à un moment donné, ils sont en train de se faire, encerclés par les bases américaines, que l'Arabie Saoudite joue un sale jeu. Bon, très bien. Mais aussi, au fond, quand on regarde bien leur positionnement, qui n'a rien d'islamique, hein, c'est juste une guerre de puissance. Ils veulent établir leur influence sur l'ensemble de la région. Ouais. Et n'étant pas capables de le faire tout seul, ils s'appuient sur la Russie. Bon, c'est toujours la Russie qui gagne dans cette affaire. Donc c'est dommage, parce que au fond, cette politique impérialiste, qu'elle soit saoudienne ou qu'elle soit iranienne, n'est pas islamique. D'une part, elle contrevient à l'intérêt de l'ensemble de la région, et ce sont des impotents et surtout des ignares. Ils vont se faire tous coloniser. Voilà ce qui va se passer. Autre position, autre requête de la France ce matin, le chef de la diplomatie Jean-Marc Ayrault réclame la présence d'observateurs des Nations Unies pour superviser ce qui se passe à Alep, éviter que les combattants ne soient massacrés. Donc voilà pour ce qui est de la position française, qui ne pèse plus rien dans cette histoire. Elle pèse plus rien, mais d'un autre côté, il faut quand même rendre hommage à la France, même si elle s'est pas donné les moyens politiques et géopolitiques pour pouvoir peser. Bon, elle est quand même constante dans ses positions et dans le fait qu'il faille faire intervenir des forces internationales. Je pense que cette position-là, malheureusement, avec le recul, on se rend compte qu'elle était la moins pire. Bon, mais encore une fois, la France, à force de jouer le caniche des États-Unis, ne peut avoir de poids dans ces discussions avec les autres, notamment avec la Russie, parce qu'elle se met automatiquement comme étant le porte-parole des États-Unis qui la font taire quand ces derniers le veulent. Elle a plus de mots. Elle part dans le vent. Allez, on va prendre un peu l'avis de nos auditeurs au 01 40 33 9000. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Moi c'est Alpatch. 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 Bienvenue à toi Alpatch, on t'écoute. Comment ça va? Ça va très bien. Ousmane, comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis vivant. J'aime bien ta manière, ton bagou. Merci beaucoup. Ton bagou, il est pas mal, mais tes prises de position, des fois, c'est pas trop ça. C'est normal. Mais je respecte ton opinion. Merci beaucoup, je respecte merci la pour tienne aussi. Communauté. Merci beaucoup mon ami. Alors, moi, je veux passer un bonjour à la direction et les remercier pour la liberté d'expression. Ouais. On va pas te couper, vas-y, lâche-toi. Une radio concurrente hier, et c'est les prises de position, ça m'a énervé, mais par contre on m'a filtré, donc j'ai pas pu passer à l'antenne, quoi. Ah bah ça arrive, écoute, chacun sa méthode de travail. Non, mais moi, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais ça m'a énervé les prises de position. Ouais. Dire que Sarkozy a eu raison de libérer la Libye et que c'était c'était de la faute de Vladimir Poutine, tu vois, ça m'a mis hors de moi, tu vois. Ah ouais, on entend ça, bah oui, ça on peut l'entendre dans quelques médias, bien sûr, y a pas de Non, mais ils invitent, mais c'est, quand je dis radio concurrente, c'est pseudo, ouais, on va pas perdre notre temps sur... C'est tout au fond de la bande FM, j'en dirai pas plus, t'as vu. Alpatch, chacun travaille comme il le conçoit, on n'est pas là pour critiquer le travail des autres concurrents, ou radio, ou amis, ou pas d'ailleurs. Non, mais je critique pas. Bref, chacun travaille comme il a à travailler. Quand on invite des personnes à l'antenne, il faut respecter ses auditeurs, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais bon. Il faut inviter des gens pertinents, et qui s'y connaissent en géopolitique, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est ce qu'on fait ici, hein, tu le constates toi-même ici, non, chaque jour. Mais moi je suis fidèle depuis Christophe, comme tu sais, depuis des années et des années. Bon, bah c'est gentil en tout cas, la fidélité est récompensée, Alpatch. Merci à toi. Allez, bonne soirée à vous, au revoir. Bonne soirée, voilà, bon bah écoutez, c'était un petit coup de gueule de notre ami Alpatch. Allez, un dernier appel avant la pub sur la situation évidemment à Alep. Allô, bonsoir. Allô. Allô. Oh là, il écoute la radio à fond et voilà, il nous entend pas. Allô. 2 fois, 3 fois.
Allez, ciao. 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler, nous rejoindre, nous donner votre avis qui nous intéresse, bien sûr. Christophe, avant, je sais pas si la pub va venir tout de suite, mais avant, il s'agit d'avoir sa propre position, les amis. Et avoir il s'agit pas de prendre parti pour les uns et les autres. Il s'agit à un moment donné d'être conscient de l'unité d'une nation spirituelle musulmane, d'une part, de la proximité que nous avons de cœur avec ces peuples-là, et donc de ne pas à un moment donné adopter le point de vue des gens extérieurs. On peut comprendre ces points de vue influencé par qui que ce soit. Il s'agit pas de prendre parti pour la Russie ou les États-Unis. J'en ai rien à faire, moi. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, je puisse, faute de pouvoir peser dans le débat, apporter un point de vue qui soit autonome et qui prenne en compte le fait que nous, ce qu'on veut, c'est la paix pour ces peuples-là et leur souveraineté. C'est tout. Fraternellement. En tant que musulman, en tant qu'être humain et en tant que personne qui lutte contre l'injustice et contre l'impérialisme. Allez, pub, et dans un instant on prendra 2 appels encore sur le sujet et on va parler de la prolongation pour la 5e fois de l'état d'urgence. C'est prolongé jusqu'au mois de juillet, ça a été adopté cette nuit, et avec une certaine majorité d'ailleurs, et on aura le temps, c'est sûr, de la condition des prisons françaises qualifiées de inhumaines, notamment un focus particulier sur la prison de Fresnes. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h30 avec Ousmane Timera pour nous accompagner aujourd'hui. On parle évidemment de cette situation à Alep aujourd'hui, avec bien entendu une situation très compliquée, difficile, un véritable échiquier comme on le disait tout à l'heure, et puis surtout le fait que l'on ait donné comme ça les différentes positions afin que chacun, et comme le rappelait Ousmane, se fasse sa position, ne se laisse pas influencer par un parti ou un autre, parce qu'aujourd'hui malheureusement, cher Ousmane, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on tombe dans un espèce de chantage qui apparaît que ceux qui ne sont pas de la majorité, j'allais dire, en étant contre Bachar el-Assad comme étant le premier boucher et le premier responsable de ce qui se passe en Syrie, on est considéré comme des personnes qui soutiennent en fait la boucherie en cause en cours en Syrie. Donc c'est dans ce chantage-là qu'il ne faut pas tomber. Il faut analyser aussi à froid les choses. On est dans la propagande de tous les partis dans ce conflit, aussi bien du côté de Bachar el-Assad et des alliés de ses alliés que de l'autre côté aussi. Donc chacun y va de ses propres déclarations, et attention à ne pas tomber dans une espèce de chantage comme ça qui apparaît sur les réseaux sociaux. Méziane est avec nous. Salut Méziane. Oui, salam alaikum à vous, monsieur Christophe et monsieur Ousmane. Alaykoum salam, cher ami. Voilà, merci. Alors voilà, je t'ai écouté, je trouve que tu as du raisonnement, de la moralité, mais tu manques de tactique. Ah, désolé de te le dire. Intéressant. Parce qu'il y a la morale, il y a la justice, mais pour arriver à ces fins, il faut aussi de la stratégie et de la tactique. Ah, je vous écoute. Si tu arrives comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, forcément, tu peux pas arriver à faire le choix de tes idées. C'est clair. Parce que tu vas tout écraser, pour aller récupérer une pièce, ils vont en casser 10 000. Tu comprends? Donc, en fait, pour simplifier, si j'ose dire, c'est que quel est l'ennemi des peuples arabo-musulmans? À ton avis, il y a un ennemi? Ah oui, il y en a beaucoup même. Bon, c'est l'américano-sionisme. À partir de là, les Russes, ils sont des opportunistes, bien entendu, non pas qu'ils sont des ennemis ou des amis, ce sont des gens qui veulent se placer. D'un point de vue géostratégique, ils ont besoin d'avoir des bases dans cette région. Maintenant, est-ce qu'ils vont être bien après ou pas? On n'en sait rien. Ils sont opportunistes. Par contre, les autres sont des ennemis. Donc, le moindre mal, c'est de se mettre du côté, d'un point de vue stratégique, du côté des Russes. Parce que c'est une guerre entre les puissants. Les Arabes ne le sont pas. Et d'ailleurs, on fait tout pour qu'ils ne le soient jamais, puisqu'on les divise. Et on les manipule avec l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite et des monarchies du Golfe, qui n'ont que pour religion le pétrole et l'argent. Ils vivent dans les casinos aux États-Unis, ils font des placements partout, voire même en Israël. Donc je crois que l'ennemi, c'est les Américains, le sionisme et les monarchies. Donc les Russes sont des alliés objectifs pour nous. C'est pas la peine de chercher la morale là-dedans, il faut regarder la tactique.
en simplifiant. Alors, Ousmane là-dessus. Alors il faut qu'il y a deux niveaux. Je suis d'accord, et c'est pour ça que j'aime pas le mot tactique, je préfère le mot stratégie. Je suis en partie d'accord avec l'idée de séparer, en tout cas de distinguer le niveau de la morale et le niveau de la stratégie. Et effectivement, moi, quand je m'exprime, je parle d'abord de principe, de géostratégie, et la stratégie, je l'amène pas pour l'instant. Enfin, pour l'instant, même jamais, parce que je serai jamais dirigeant ou ni participant politiquement dans ces pays-là. Par contre, je ne pense pas que stratégiquement, justement, il soit une bonne chose à long terme. La stratégie, c'est le long terme. La tactique, le fait de s'allier à la Russie, ça, c'est la tactique. La stratégie serait de mettre en place des alliances entre les différentes forces en présence là-bas, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. En tout cas, tant que faire se peut, parce que c'est ces trois-là en fait qui jouent un grand rôle là-bas. Or, l'intérêt pour cette région-là, stratégiquement parlant, et pas tactiquement, c'est de faire en sorte que ces trois se mettent d'accord sur un certain nombre d'intérêts à protéger. Ça, c'est le premier point. Remarque une chose, c'est juste une constatation. Oui. On a bousillé Saddam Hussein, là yarhamou. Oui. On a bousillé Kadhafi. Oui. Pourquoi? Parce que Kadhafi ne représente pas une puissance militaire. Géographiquement, il est relativement loin de la région, mais parce que il a une idéologie avec son petit livre vert. Il est contre l'impérialisme et le sionisme. À partir de là, c'est devenu un ennemi déclaré, c'est-à-dire la liste noire. Il fait partie de la liste noire. Saddam Hussein, c'est la même chose. Et maintenant, l'Iran, la Syrie. À partir du moment où un peuple commence à se constituer en se disant, moi, je n'obéis pas à l'oncle Sam, et par l'intermédiaire duquel il y a Israël, qui est là, c'est-à-dire c'est une tête de pont de l'oncle Sam, eh bien, à partir de là, on est sur la liste noire et il faut absolument les démolir. Mais je suis pas d'accord avec vous, cher monsieur. Pour quelle raison? L'ensemble de ces personnes dont vous venez de me parler, le livre vert de Kadhafi, il l'a écrit depuis des années. Hein. Pourtant, il était bisbee, il était ami avec les Américains, avec la France, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Et Saddam Hussein, pareil. Attendez, pardon. Il a même été bombardé, oui, même sa fille est morte. Oui, ça dépend. Ça dépend. Il y a un moment donné, il était en alliance avec eux et ensuite il est rentré en opposition. Mais qui l'a fait rentrer en opposition? C'est en fonction des intérêts américains. C'est eux qui décident qui est l'ennemi du jour et qui ne l'est pas. Mais moi, ce que je remets en question chez Saddam Hussein ou chez Kadhafi, c'est leur propre turpitude. Ils n'ont eu que ce qu'ils ont semé. Même si la manière dont ils ont été tués par les Américains et par la France est injuste en soi. Mais quand on regarde leur politique telle qu'ils l'ont menée pendant 40 ans, ça a été quoi? Leur politique stupide de dictature d'une part et de protection des intérêts des Occidentaux d'autre part et d'incapacité à un moment donné de faire alliance avec les différentes parties des peuples au niveau international arabe, hein, au niveau international et au niveau national, c'est ce qui les a menés dans la situation de fragilité dans laquelle ils ont été. Je suis d'accord avec toi. En même temps, il y a une nuance. Et puis je finis juste. Attends, bouge pas. Je finis juste. Après, attention. Parce qu'il y a deux choses qui ont eu lieu quand même, effectivement. Quand Saddam Hussein se fait tuer par les États-Unis après l'attaque en 2003, nous savons que en 2002, il avait commencé à indiquer qu'il voulait commencer à vendre le pétrole par l'euro. Qu'il a remis en question l'hégémonie du pétrodollar. Et Kadhafi à un moment donné s'est fait tuer comme il s'est fait tuer, ou quand à un moment donné on s'est rendu compte qu'il était dans une stratégie de mettre en place une nouvelle monnaie basée sur l'or et pas sur le dollar. Mais comme par hasard ensuite, tout ce qui s'oppose aux intérêts des Américains est ennemi. Je suis d'accord, mais pourquoi est-ce que ces pays-là, avec encore une fois ces dirigeants-là, qui ont été aveugles, qui n'ont pas su prendre en compte des stratégies beaucoup plus globales et englobantes et pouvoir s'appuyer sur leurs forces. À un moment donné, ils ont été les alliés objectifs des Occidentaux. Oui, mais on rentre dans la tactique toujours. Merci. Justement, attends, comme avait dit De Gaulle, et tu l'as répété toi ou un autre, en disant que les États n'ont pas d'amitié, ils n'ont que des intérêts. Justement. Donc ils n'ont pas eu de... Erdogan a été trahi par un de ses premiers soutiens au départ, un ami, qui a été manipulé par les États-Unis.
pour lui faire un coup d'État. Oui, mais regarde. Tu comprends qu'il y a pas, t'es obligé d'avoir une dictature dans ces pays parce qu'ils sont non, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais c'est parce qu'il y a eu des dictatures dans ces pays-là que ces pays-là sont tombés par terre comme ils sont en train de tomber. Pourquoi est-ce que la Turquie résiste? Quand il y a eu le coup d'État, qui est sorti pour défendre Erdogan? C'est le peuple. Parce qu'ils n'ont pas de conscience politique. Le peuple n'a pas de conscience politique. La Turquie, le peuple turc n'a pas de conscience politique. T'es sérieux, mon ami? Mais non. Non, mais je veux dire par là, c'est qu'il y a parmi les têtes en haut, il y a beaucoup de lâches et de traîtres, puisque celui qui a provoqué le fameux coup d'État qui a échoué à Erdogan, c'était son ami personnel. Oui, certes, mais la Turquie a tenu ou pas? C'est pas des personnes, ce sont des régimes. Si un régime à un moment donné arrive à tenir face à ce genre de coup d'État, c'est que c'est solide et que notamment on a des dirigeants stratèges, pas tacticiens. Merci. Les pays arabes ont des dirigeants tacticiens. C'est ça le problème. On va laisser la parole rapidement avant de passer à autre chose et à la politique nationale à Laïda qui nous appelle de Metz. Bonjour Laïda. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami. Alors, je vous appelle juste pour réagir à ce que disait Méziane en qualifiant le complot américano-sioniste d'ennemi. Moi, je dirais plus que, si je peux me permettre, que l'ennemi du monde arabo-musulman aujourd'hui, ce sont ni les Américains ni les sionistes, c'est l'argent et la cupidité. Et par-dessus tout, pour ajouter à cela, c'est également la division religieuse. Donc, vouloir regarder chez le voisin si l'herbe est plus verte, c'est bien, mais il faut aussi savoir se remettre nous-mêmes en question. Et si le monde arabo-musulman aujourd'hui est si divisé et si tendu, c'est uniquement à cause du pouvoir de l'argent et de la division religieuse. Voilà nos deux ennemis, voilà en fait, si je comprends bien, Laïla, le musulman doit combattre. Si je comprends bien, le meilleur ennemi des musulmans sont les musulmans eux-mêmes, quoi. Tout à fait. Il y a un moment aussi, faut comment dire, comme on dit, faut balayer devant sa porte. L'Arabie Saoudite, c'est elle qui a fait entrer le loup dans la bergerie. Personne ne s'est soulevé contre cela. Le général Nasser a été tué. C'était peut-être le seul qui, à cette époque-là, aurait pu. Mais les circonstances ont fait que. Et oui, et je le maintiens. Pour moi, l'ennemi du monde arabo-musulman, ce qui a fait qu'aujourd'hui le monde arabo-musulman connaît ses pires heures, ce sont ces deux causes-là. Merci Laïla. Voilà. Est-ce que tu partages cet avis, Ousmane? Oui et non. Dire que alors pourquoi dire qu'il faut balayer devant sa porte et que les causes sont internes, oui, les causes sont internes. Quand on est colonisé, c'est qu'on est colonisable. Et il y a des conditions politiques, sociales et culturelles qui font qu'on est dominé ou on ne l'est pas. Ouais. Tant que ces causes internes ne sont pas réglées en termes d'éducation, d'élévation du niveau humain, de sa spiritualité et de donner les conditions de vie qui permettent à avoir des hommes, des vrais, et pas des larbins qui se cherchent à chaque fois un nouveau maître, c'est sûr qu'on s'en sortira pas, d'une part. Et de ce fait, elle est aussi, et non aussi, parce qu'il y a, en fait, la division des frontières, telle qu'elle existe, telle qu'elle a été mise en place par la colonisation. Et avec ça, la division de l'héritage et du patrimoine dans le fait que chaque petit canton, chaque petit pays s'est fait sa propre histoire à l'exclusion des autres, fait cette division-là. Et fait qu'il ne peut pas y avoir un marché commun, un empire, disons le mot tel qu'il est, pas à l'ancienne, mais en tout cas comme l'Union européenne, qui permettent à un moment donné une alliance des forces en présence, parce qu'il y a des forces en présence là-bas, aussi bien en Afrique noire, parce que moi je suis d'origine sénégalaise, et que du côté du monde arabe. Il faut sortir des cadres et des cadres que nous a laissé la colonisation, les frontières telles qu'elles sont mises en place, les histoires nationales et nationalistes telles qu'elles ont été inventées pendant le 21e siècle, c'est de la poudre aux yeux qui permet de nous maintenir dans la cage à oiseaux dans laquelle on se trouve. Tant qu'on s'obstinera à rester dans ces cadres-là, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, effectivement, il y a quand même des forces internationales qui existent et qui veulent quand même maintenir la situation ainsi. Et dès lors qu'ils sentiront qu'il y a un soupçon de réveil, ils feront tout pour éradiquer ce réveil-là. Mais encore une fois, cette bonne guerre, on est sur un ring international. Et celui qui ne se muscle pas assez et qui n'est pas assez malin,
qui ne s'excuse pas ou qui ne se plaint pas de se faire balayer. Allez, on va changer de sujet et parler de revenir en France avec l'adoption à une large majorité, 288 voix contre 32 pour cette 5e prolongation de l'état d'urgence en France, mesure applicable jusqu'au 15 juillet. Les députés ont voté la nuit dernière et ce sera demain au tour des sénateurs. Mon cher ami Ousmane, un petit point là-dessus, l'état d'urgence, t'es pour, t'es contre? Il s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de savoir pourquoi. Ouais. Nous dit-on parce qu'on est dans une situation dans une situation extrême Écoute Christophe. Ouais. Il faut qu'on arrête. Ils arrêtent ces agitations. C'est de l'agitation, c'est pas de l'action, c'est pas sérieux. On sait ce qu'il faut faire pour protéger les citoyens. Et ces états d'urgence successifs ne nous ont pas empêchés d'avoir des attentats. Donc il s'agit pas de ça. C'est qu'à un moment donné, d'une part, on met en place tout un système de surveillance dirigeant vers la population, d'une part, sans se donner les 20 000 moyens. Personnes qui seraient surveillées. Hein. Et encore, on est tous surveillés, mon ami. De toute façon. Mais de plus près, quoi. De plus près, et on se donne pas les moyens politiques, d'une part, et géopolitiques internationaux, de régler, d'aller à la cause des conflits qu'il y a de par le monde, dans lesquels la France participe d'une manière ou d'une autre. D'une part, la France a une part de responsabilité dans le désordre qui existe dans le monde. On peut pas se cacher. Ouais. Donc il faut qu'on ait à un moment donné une nouvelle politique internationale d'une part, et d'autre part une politique de sécurité qui soit efficace, comme mettre les gens là où il faut, qu'on arrête de tout informatiser, en se disant que plus on aura d'informations sur tout le monde, et plus on arrivera à mieux surveiller. On surveillera jamais tout le monde comme ça. C'est pas possible. Par contre, il faut investir dans l'humain. Et ne pas cibler une population particulière. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on en voulant lutter contre le terrorisme qui veut établir une guerre civile en France entre musulmans et non-musulmans, on a ciblé les musulmans. Donc on a aidé les terroristes. Ouais. Politiquement parlant. Forcément la bonne donc, réponse à apporter. Donc voilà, c'est de l'agitation. C'est vraiment triste. La classe politique française est pusillanime. Alors, n'est pas à la hauteur. Puisque tu parles de politique, au chapitre politique maintenant. C'est dans 48 heures que va s'achever la période de dépôt des candidatures pour la primaire de la gauche. Hier soir, Manuel Valls et Vincent Peillon étaient devant leurs partisans dans 2 salles parisiennes. Vincent Peillon, le nouvel arrivé dans cette primaire de gauche, si mes calculs sont bons, ils sont combien? 8, 9? Ça ressemble à quoi, là? Je sais plus. Ouais. J'allais dire comme c'est des éléphants, j'allais dire un zoo, mais c'est pas bien de... Je rappelle à nos auditeurs et j'indique que je vais inviter les participants à cette primaire. C'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est de l'agitation, encore une fois. Et je tiendrai compte aux auditeurs de ceux qui refusent. Parce qu'il y en a certainement qui vont refuser de venir parler à France Maghreb 2, à mon micro, à mes questions. Sans doute, mais encore une fois, au-delà de tout ça, cher Christophe, comme je l'ai dit, il y a la politique et il y a le politique. Ouais. On a la politique, ça c'est de l'agitation, tout ça. Ces gens-là, ils savent très bien qu'ils arriveront jamais au deuxième tour, si jamais ils arrivent même au premier tour, pour beaucoup d'entre eux d'une part. Et pour quelle proposition radicale? Le Parti Socialiste a choisi le camp néolibéral depuis les années 80. Et tant qu'elle remettra pas ça en question, elle n'a pas d'espoir de gagner. Donc c'est de l'agitation dans un cadre qu'on refuse de remettre en cause. Il faut remettre en cause les cadres et pas se disputer dans le cadre. Je voulais absolument qu'on parle de ce sujet parce qu'il est important. La surpopulation carcérale, prolifération de rats à usage de la force, une situation que l'on retrouve près de Paris, dans la maison d'arrêt de Fresnes. La contrôleure générale des lieux de privation et de liberté alerte publiquement sur la situation dans cette prison. Elle évoque un traitement inhumain. Fresnes cumule les mauvais points, à commencer par son taux d'occupation. 202% de la majorité des détenus vit à 3 dans 6 mètres carrés d'espace vital. Les parloirs souffrent du même problème. Ils sont plus petits qu'un ascenseur. Les hommes y patientent parfois à 2 ou à 3 pendant plusieurs heures. Ces placards sont hors de tout contrôle, précise Adeline Hazan, la contrôleure générale. Et c'est aussi à cause du manque de personnel. Depuis 4 ans, le nombre de détenus est en hausse, celui des surveillants est stable. Conséquence,
une discipline rigide, des prisonniers privés de soins ou de visites. Aux yeux d'Adeline Hazan, pourtant, il y a pire que la violence et la surpopulation. À Fresnes, écrit-elle, la plus grande anomalie vient de l'état d'hygiène de la prison. Des rats prolifèrent jusque dans les lits. L'odeur de leurs cadavres s'ajoute aux amas d'ordures qui traînent au pied du bâtiment. Jean-Jacques Cuvoas, le ministre de la Justice, assure que les choses sont aujourd'hui prises en main, mais il va falloir du temps. Si une opération de dératisation a commencé, il faudra attendre 2019 pour que les parloirs soient rénovés et jusqu'à 10 ans pour que 3 nouvelles maisons d'arrêt soient construites en région parisienne. Cher Ousmane, moi ça me laisse sans voix. Écoute, c'est dans la continuité de l'analyse que je viens de faire. Encore une fois, quand on affaiblit l'État, en faisant en sorte que l'argent public ou les impôts baissent pour que ça aille dans le poche des plus riches, d'une part, et qu'on choisit une vision où l'argent est roi, où ceux qui ont décident, on n'a plus affaire à des politiques publiques qui visent l'humain. Et donc on n'investit pas dans l'humain, d'une part, et on règle les conséquences en termes de délinquance, de pauvreté, de délitement du lien social par la montée des délits. On règle le problème par la prison en envoyant un maximum de personnes dans les prisons. C'est une forme de gestion des conséquences des choix publics et politiques que nous avons. De ce côté-là, pas d'investissement parce que l'État n'a plus d'argent dans les prisons et dans le social de manière générale. D'un autre côté, on va régler les conséquences du non social en termes de délinquance en les envoyant tous en prison que nous ne rénovons pas parce que nous n'avons plus d'argent. C'est le serpent qui se mord la queue. Encore une fois, on s'agite dans un cadre que nous refusons de briser. Déjà, il faut poser la question de pourquoi est-ce que les gens vont en prison ? Pourquoi est-ce qu'il y a une politique d'incarcération systématique, d'une part ? D'autre part, pourquoi est-ce que nous ne mettons pas une politique d'éducation qui va en amont des problèmes, avant que les personnes agissent dans des cas délictueux, faire en sorte d'agir sur le social pour qu'il y ait moins de personnes qui finissent dans la case prison. Et enfin, quelles sont les politiques pédagogiques que nous mettons en place en termes d'activité et de réinsertion dans les prisons qui permettent aux gens de sortir meilleurs. Et c'est pas avec des rats à côté de soi et des violences, des viols un manque de respect quant à la dignité humaine dans ces endroits-là qu'on fait des bons citoyens et que l'on lutte réellement contre la délinquance, le terrorisme et tout ce qui va. Tout cela se tient. Nous sommes dans un cadre qui n'en a rien à faire de l'être humain, qui fait tout pour l'argent et la conséquence de ce choix, c'est un délitement de l'être humain que l'on va régler en le jetant à la prison ou en demandant ses papiers ou en pointant son identité et je ne sais quelle autre politique d'agitation auquel nos politiques aujourd'hui nous ont malheureusement tant habitués. Allez, place à ton coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, est-ce que parmi tous ces coups de cœur que tu m'as dit improviser tout à l'heure, est-ce que tu en as trouvé un ? Écoute, mon ami, avec tout ce que je suis en train de dire en ce moment depuis tout à l'heure, je n'ai pas de coup de cœur, j'ai des hauts le cœur. Ouais. J'ai des hauts le cœur et... Ça peut être une sorte de coup de cœur. Ah, alors un coup de cœur alors. Allez, haut le cœur, coup de cœur. Mais en fait, je vais parler de quelque chose qui est en lien avec ce que je disais par rapport à l'extrême droite et à sa vision. Ces gens-là sont intelligents, mon cher Jamy. Nous sommes dans un pays où l'élite est cultivée, une certaine élite, et ont le souvenir long. Et n'oublie pas. Je me souviens pourquoi je dis ça. Hier ou avant-hier, j'étais parti acheter un livre, des livres plutôt, pardon. Et je vois un livre d'un académicien, Jean d'Ormesson, que j'aime beaucoup. Et à un moment donné, dans son livre Le guide des égarés, à la page 81, si je me souviens bien, il commence par dire « Le monde est injuste ». Point. Et puis, il dit « Nous, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les socialistes, les libéraux, ensuite il donne d'autres populations, d'autres catégories, nous croyons tous l'égalité. » Ah. Et je regarde, il met pas l'islam, il met pas les musulmans. Ça m'a interpellé. Il les a tous cités, sauf celui-ci. Bizarre. Puis, je suis en cours à l'université, et le professeur qui donne des cours de philosophie islamique à l'école pratique des hautes études, à un moment donné, tient le propos comme ça, en faisant un commentaire de la philosophie Ishraqi de Sayyid Qummi. C'est un savant perse. Et donc ce dernier fait un certain nombre de commentaires en
tronquant des passages du Coran, etc., pour dire qu'au fond, il n'y a pas d'unité fondamentale entre les êtres humains, qu'il y a des hiérarchies spirituelles, et que, de ce fait, il n'y a pas d'unité fondamentale. Et ensuite, il finit par dire, vous voyez, il n'y a pas d'égalité en islam, et que c'est vraiment une vue de l'esprit que de vouloir faire intégrer la Turquie à l'Europe, parce que fondamentalement, ces gens-là n'ont pas la même philosophie que nous avec les droits de l'homme. Donc, je finis mon propos. Ce sont ces raccourcis qui, à un moment donné, font qu'on utilise l'islam à géométrie variable, parce que Hegel, il y a 2 siècles, disait plutôt que l'islam était un esprit égalitaire qui ne pouvait pas réussir son projet de civilisation, et que c'était la révolution de l'Orient, comme il y a eu la révolution française. Je finis par ce propos. Tant que nous ne serons pas sérieux avec notre héritage, que nous ne serons pas capables de fonder une vision philosophique globale, fondée sur la révélation, en tout cas pour ceux qui y croient, pour répondre à la mondialisation de gauche ou de droite dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, on ne s'en sortira pas. C'est l'idée aujourd'hui que l'on se fait de nous, nous ne partageons pas leurs valeurs. Si nous ne partageons pas leurs valeurs, nous pouvons être expulsés de ces valeurs. C'est dommage. Il est temps qu'il y ait des vrais intellectuels. Pub. Et dans un instant, le j'aime ou j'aime pas, tout de suite. Il s'appelle Ousmane Timera, il est avec nous et il sera, je le rappelle, mes amis, du côté de Strasbourg le 24 décembre prochain pour participer à la grande réunion qu'organise donc chaque année visiblement la grande mosquée de Strasbourg, qui est une très très belle mosquée d'ailleurs. Ça se passera donc le 24 décembre pour ceux et celles qui nous écoutent, par exemple depuis Strasbourg. Vous n'hésitez pas à aller donc le rejoindre ce jour-là. Et pour suivre son actualité, vous allez donc sur sa page Facebook qui d'ailleurs grandit bien. Hein. Il y a beaucoup plus de personnes qui te suivent, mon cher Ousmane. C'est ce qu'on me dit. Je ne dire pas trop, mais je laisse Meïn se charger de cela. C'est quelqu'un de très efficace dans ce travail. Et on le salue d'ailleurs, notre ami Meïn. Allez, on va passer au j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Alors, dans ce fil d'actualité, mon cher ami Ousmane, le j'aime pas, ou je m'en fous d'ailleurs. Attentat de Nice, arrestation de 11 personnes soupçonnées d'avoir fourni l'auteur en armes. C'est bien. Si les culpabilités sont établies, c'est bien. Antonio Guterres, c'est le nouveau secrétaire général de l'ONU. Ah, ok, beau. T'en fous? Je voulais qu'il dise, il va diriger un truc qui n'a aucun pouvoir. Donc, le machin. Un machin, oui. Arnaud Montebourg est parti en Algérie ce week-end, une étape pour renouer avec ses racines. Ah. Oui, donc rien, j'aime pas ou je m'en fous. C'est pas intéressant pour moi. Et quelle est sa proposition en partant en Algérie? C'est ce qui m'intéresse. Si c'est pour retrouver ses racines, bon bah. Non, surtout passer des messages. Il a rencontré donc d'éminents responsables algériens à qui il a dit qu'il fallait rétablir des accords et à considérer évidemment cette partie du monde aussi comme important et à faire valoir. Pourquoi pas? Si c'est pour lancer une nouvelle relation internationale, une nouvelle dynamique avec les pays du Sud en général et les pays africains, je pense que c'est une bonne chose. La France doit changer son regard et son attitude envers ces pays-là, mais ces pays-là doivent imposer à la France une autre attitude aussi. Allez, 2 petites infos pour finir. Le diplomate Lakhdar Brahimi, diplomate algérien, a appelé justement à Alger les Algériens et les Marocains à laisser leurs différends et œuvrer à la réouverture des frontières algéro-marocaines. C'est une très bonne chose. Voilà quelqu'un d'intelligent. C'est rare. C'est bien. Ces frontières n'ont pas lieu d'être. Hein. C'est stupide. C'est les frontières que la colonisation a imposées pour ses propres intérêts. L'Algérie ne s'en sortira jamais seule, le Maroc non plus, la Tunisie non plus, et ils n'auront aucune force pour négocier face aux puissances internationales. Donc c'est une stupidité que de maintenir ces frontières-là. Je dis la même chose pour le Sénégal, la Gambie. En ce moment, il y a beaucoup d'histoires en Gambie. Ouais. Le Sénégal risque d'intervenir d'ailleurs dans ce pays-là. Il faut à un moment donné dépasser ces frontières-là qui sont factices. Et pour finir, des avions de chasse F-35, l'un des plus sophistiqués au monde, livrés à Israël par les Américains. Ils ont été livrés plus exactement lundi. Alors par contre, j'aime pas. Ouais. Bon, la question c'est sur qui Israël va utiliser ces armes-là. On a une petite idée. Bon, c'est dommage que tous ces milliards de dollars soient mis dans la destruction.
je crois que dans 2 siècles, on parlera de nous comme des gens de préhistoire, quoi. Tout cet argent, si on le mettait dans l'humain, il y aurait la paix. C'est-à-dire, même Israël, si elle veut que les Arabes ou les Palestiniens et les musulmans n'aient pas la haine, tous les milliards qu'elle met dans la protection et l'érection de murs tous azimuts qui ne retiendront personne, si elle les mettait dans la coopération internationale et dans l'enrichissement mutuel, il y aurait la paix entre les gens. Pourquoi les hommes ne sont pas intelligents? Pourquoi est-ce qu'ils mettent tout pour se tuer alors qu'ils peuvent mettre tout pour vivre ensemble? Ouais, c'est vrai. Merci Ousmane Timéra, à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Merci d'écouter France Maghreb 2, la suite du Grand Forum dans un instant avec notre coup de cœur musical Fnair. Ça cartonne au Maroc, on s'écoute dans un instant. L'éphéméride, célébrité, anniversaire des célébrités en ce 14 décembre. La télé, les programmes pour ce soir, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix, mais bon, on vous le donnera quand même. Et puis de sport, nous parlerons aussi avec Ralph Blacheni, 18h01. Bon début de soirée, merci d'être fidèle à votre radio France Maghreb 2, l'essentiel de l'actualité en ce soir avec Marine Garel. Bonsoir.